tous, merci de nous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres qui font l'actualité en principauté. Suite de la 3e réunion de haut niveau de l'initiative des petits États d'Europe de l'OMS, nous vous présenterons les enjeux de ce rassemblement. Le commandant Cousteau aura marqué l'histoire océanographique. Un film lui est d'ailleurs actuellement consacré. L'Odyssée, réalisée par Jérôme Salle, vient d'être projetée au musée océanographique. Nous y reviendrons avec Patricia Navarro. Depuis 2011, le 11 octobre a été décrétée Journée internationale de la fille, une journée qui vient d'être célébrée en principauté à travers une exposition que vous découvrirez dans ce journal. Première conférence de la saison pour l'association monégasque pour la connaissance des arts, conférence qui avait pour thème Art et Histoire, un dialogue complexe. José Sacré vous présentera l'un des prochains rendez-vous de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, un concert qui fait la part belle aux compositeurs français. Et puis Gigi Buffon, sacré Golden Foot 2016, l'international italien devance au classement des votes un certain Cristiano Ronaldo. Nous débutons donc ce journal avec la 3e réunion de haut niveau de l'initiative des petits États d'Europe de l'OMS. Plusieurs sujets liés à la santé ont été développés pendant les 2 jours de ce rassemblement en principauté. Sandrine Nègre revient sur les enjeux de cette réunion. C'est quelque chose d'utile, je dirais même d'indispensable pour les petits États européens de se retrouver régulièrement dans différentes enceintes pour pouvoir partager des bonnes pratiques et faire en sorte d'être solidaires devant les grands États qui nous entourent. Parce que dans les petits pays, il y a beaucoup de laboratoires, d'idées innovantes qui peuvent émerger et que nous souhaitons justement partager et peut-être adopter le cas échéant. Ils ont donc poursuivi plusieurs objectifs pendant ces 48 heures. Ils, ce sont eux les petits pays membres de l'Organisation mondiale de la santé. Leur point commun, compter moins d'1 million d'habitants et faire partie de l'Europe. Monaco bien sûr, Andorre, Saint-Marin, Chypre, Malte, mais aussi le Luxembourg, le Monténégro et l'Islande ont pu évoquer Santé 2020, la nouvelle politique cadre européenne qui comprend 4 domaines d'action prioritaires, l'investissement dans la santé, relever les défis sanitaires, le renforcement des systèmes de santé et instaurer des environnements de soutien. Chaque État a pu aussi s'exprimer sur d'autres différents points. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à partager. Par exemple, nous nous sommes rendus compte qu'on a tous le même problème avec les collectes de statistiques de l'OMS, parce que les grandes nations reçoivent des questionnaires quasiment toutes les semaines, qui mobilisent parfois 15 ou 20 responsables dans leur ministère. Nous n'avons pas les mêmes effectifs et nous n'avons pas non plus le même intérêt pour ce type de questionnaires, parfois qui sont loin de nos préoccupations. Donc on a sensibilisé Madame le directeur régional Europe à ces questions. Et puis après, il y a le traitement aussi de ces statistiques. Vous pensez que dans un pays de notre dimension, s'il y a un cas nouveau d'une épidémie pour une personne, on peut passer de 0 à 1 cas et donc on voit dans les statistiques 100% d'augmentation à Monaco. Ce n'est bien sûr pas sérieux. Donc il faut collecter autrement pour les petits États les statistiques en sélectionnant beaucoup moins de questionnaires et puis ensuite les traiter de manière appropriée et intelligente par rapport à nous. Au cœur de cette 3e réunion de haut niveau, la santé et le développement durable, thème que l'on retrouve bien évidemment dans la déclaration de Monaco adoptée à l'issue des travaux. La santé dans toutes les politiques, la santé dans tous les objectifs de développement durable, appel à l'action sur le changement climatique. Cette thématique est très importante car le centre scientifique de Monaco mène de nombreuses recherches à ce sujet et qui permettent d'accroître notre connaissance à tous sur les impacts des changements climatiques sur la santé de l'homme. Je suis très heureuse de désigner le centre scientifique de Monaco, centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé dans le domaine donc de la santé et du développement durable, car par-dessus tout, leurs excellentes recherches menées dans différents domaines, marins, polaires et humains, vont nous permettre d'identifier les liens et les conséquences des changements climatiques sur l'homme. Nous nous rendons compte de plus en plus des effets du changement climatique sur la santé. On voit malheureusement les événements dramatiques, les tornades, comme récemment encore à Haïti notamment, qui a particulièrement souffert. On voit aussi de nouvelles épidémies se créer avec des moustiques qui se déplacent dans des lieux beaucoup moins chauds que d'habitude. Donc il y a un effet évident du changement climatique sur la santé. De ce point de vue, Monaco, grâce à l'action du prince souverain, a été reconnu dans cette réunion comme un État évidemment très en avance et
et pionniers pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais ce que nous avons aussi mis à jour tous ensemble, c'est que nous sommes tous proches de nos populations par notre dimension. Nous sommes tous donc plus réactifs que des grands pays pour réagir face à des événements extérieurs. Et nous pouvons aussi, à notre échelle, mettre en œuvre plus facilement des politiques de santé publique qui peuvent ensuite servir d'exemple à des grands pays. Et je dois dire qu'en matière de prévention, notamment en santé publique, Monaco est devenu un pays exemplaire et nous sommes consultés de plus en plus pour participer à des réunions scientifiques internationales, mais aussi par d'autres gouvernements qui viennent voir et nous demander de leur faire partager notre expérience. Donc notre taille, loin d'être un handicap, peut parfois être un atout pour que nous soyons plus innovants. L'environnement et la santé qui figurent d'ailleurs sur la liste des domaines d'intérêt principaux entre Monaco et l'OMS de manière générale, tout comme la lutte contre les maladies non transmissibles, la lutte contre la polio, celle contre les produits falsifiés, les luttes aussi contre le paludisme et le VIH-Sida. Sachez pour finir que la 4e réunion de haut niveau à l'initiative des petits États d'Europe de l'OMS a d'ores et déjà été fixée. Elle aura lieu au mois de juin 2017 à Malte. Après une première cérémonie en début de semaine, 4 nouveaux ambassadeurs ont remis leur lettre de créance au prince Albert II. À commencer par le représentant des Émirats arabes unis. Il a été suivi par son homologue de Malte, puis par Masato Kitera, ambassadeur du Japon. Enfin, Lilian Moraru de la République de Moldavie a lui aussi remis ses lettres de créance au prince Albert II. Dans l'actualité, toujours en bref, les 30 ans de l'International University of Monaco. Pour célébrer cet anniversaire, l'IUM avait convié d'anciens étudiants de l'université au Yacht Club de Monaco. L'occasion pour eux de se remémorer des souvenirs et surtout de savoir ce qu'ils sont devenus depuis leurs études en principauté. Et contrairement à ce qu'il a été annoncé dans notre dernière édition, l'adoption du budget rectificatif pour l'exercice 2016 a été adoptée à la majorité des élus présents lundi. Le film vient tout juste de sortir en salle. L'Odyssée retrace la vie du commandant Cousteau et pour rendre hommage à celui qui a présidé aux destinées du musée océanographique pendant plusieurs années, une projection privée de ce film était organisée mardi dans le Temple de la Mer. Le reportage de Patricia Navarro, Horacio Gagino et Éric Pocoy. Un monde entier à découvrir. Qu'est-ce qu'on attend ? Calypso. Tu vas pas acheter ça? Ah bah c'est déjà fait. Ce bateau, c'est notre rêve à tous les deux qu'on va réaliser. Il a fait rêver des millions de téléspectateurs devant leurs petits écrans noirs et blancs fascinés par la découverte du monde du silence, de cette immensité bleue et ses espèces merveilleuses. Le commandant Cousteau revit sous les traits du comédien Lambert Wilson dans un film intitulé L'Odyssée. La vie de l'ancien marin, devenu un explorateur renommé, y est contée. Le film, réalisé par Jérôme Salle, suit escale après escale les périples de la Calypso, ce vaisseau légendaire qui a servi de camp de base aux expéditions filmées du commandant Cousteau, dont le nom reste également associé au musée océanographique. Pour lui rendre hommage, une projection privée du film vient d'être proposée à quelques privilégiés, dont le prince Albert II. À ses côtés, d'anciens fidèles du commandant Cousteau, dont André Laban, qui a fait partie de l'équipage de la Calypso. À la réflexion, j'ai trouvé qu'on avait un peu d'inconscience. Les gens me disent vous n'aviez pas peur des dangers. Mais non. Vous avez passé combien d'années sur la Calypso? 21 ans et des poussières. Les plus belles années de ma vie. Également présents aux côtés d'André Laban, témoin vivant de l'Odyssée du commandant Cousteau, 2 adolescents de Monaco. Tom et Mathieu ont participé au tournage du film. Ils ont joué les rôles des 2 fils du commandant Cousteau. Ce sont leurs qualités de plongeurs qui ont fait la différence lors des castings passés après avoir répondu à une petite annonce sur Internet. On pensait que c'était pour le musée océanographique. Et en fait, on s'est retrouvés avec des billets d'avion pour la Croatie, Marseille et Porto. Et raconte-nous le tournage, ça t'a pris combien de temps? Tu es resté là-bas sur place, combien de temps? Qu'est-ce que tu as fait? À peu près 2-3 mois. Et on a fait beaucoup de plongées, plus de 42 plongées. Et voilà. J'ai vraiment adoré parce que ça fait longtemps, depuis petit, je rêve toujours de faire de la plongée et c'était vraiment génial.
Le film L'Odyssée revient donc sur des années d'exploration des fonds sous-marins et s'achève alors que le commandant Cousteau a pris conscience de l'importance de sauvegarder ces mers menacées. Un message final sous forme de cri d'alarme, mais qui est toujours d'actualité aujourd'hui. On voit bien dans ce film, je pense que c'est quelque chose d'assez remarquable, l'évolution du commandant Cousteau qui au début souhaite conquérir les océans en quelque sorte et puis en allant sur le terrain s'aperçoit qu'ils sont magnifiques mais aussi fragiles et qu'il faut absolument les protéger. Alors moi je retire quand même peut-être 3 leçons de ce film et pour notre action au quotidien. En premier lieu, c'est vraiment qu'on découvre, qu'on comprend, qu'on recherche en allant sur le terrain. Le deuxième point, c'est peut-être qu'il n'y a pas de vraie connaissance, de connaissance utile, si elle n'est pas partagée. Et ça, c'est vraiment quelque chose que le commandant Cousteau faisait bien. Le troisième point est peut-être un peu plus anecdotique, mais c'est l'innovation. Constamment, le commandant Cousteau a été curieux, a innové, a utilisé des nouvelles technologies. Non seulement ces nouvelles technologies permettent d'aller plus loin, de découvrir un peu plus, mais elles permettent aussi de fasciner, de répondre à votre curiosité et d'attraper l'attention des personnes. Il y a plus de 30 ans, j'ai découvert un nouveau monde. J'ai voulu le conquérir, alors qu'en fait, il fallait le protéger. Mais il est encore temps. Le mardi 11 octobre avait lieu la Journée internationale de la fille. À cette occasion, l'association monégasque Gender Hopes a réuni les œuvres de 24 artistes. Sandrine Nègre vous livre plus de détails sur ce rendez-vous. Fixée par l'Organisation des Nations Unies au 11 octobre, la Journée internationale de la fille a permis cette année de mettre à l'honneur l'accès à l'éducation. À Monaco, cette journée officielle a mis l'accent sur la sensibilisation du public aux défis qui doivent être relevés pour les jeunes filles dans le monde, mais aussi sur les besoins de récolter des fonds en faveur, par exemple, de l'organisation rwandaise Aquila Institute for Women, une université qui propose de former les filles au monde du travail. Cette exposition rassemble les œuvres d'une vingtaine d'artistes, en majorité de la principauté et de la région, mais aussi certains de plus loin. Il y a des photographes, des sculpteurs, des peintres, qui ont tous contribué une pièce de leur art sur le thème « Une fille sûre d'elle ». Notre objectif est de mettre en valeur l'importance pour les jeunes filles de prendre confiance en elles, d'avoir aussi accès à l'éducation. C'est un outil essentiel pour avoir confiance en soi, d'avoir l'accès à l'éducation, et pas seulement l'éducation primaire, mais aussi l'éducation secondaire qu'on essaie de mettre en valeur ce soir. Ça s'appelle l'Aquila Institute for Women, qui est l'institut que nous soutenons. C'est un institut justement d'études secondaires pour les jeunes filles qui sont spécialisées dans 3 domaines, donc l'entrepreneuriat, le tourisme et le IT management. Et donc tous les profits de la soirée reviendront à cet institut. Voilà. Après la découverte donc de cette exposition d'œuvres en vente de 24 artistes sur le thème A Confident Girl, traduisez une fille sûre d'elle, plusieurs temps forts ont ponctué ce rendez-vous ici au Columbus. Des interventions comme celle du directeur de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur les engagements monégasques en matière d'éducation, ou celle très émouvante de cette jeune femme qui a survécu au génocide rwandais. Avant que je ne me rende à l'Institut Aquila, je ne savais pas parler anglais. Je n'avais pas non plus confiance en moi. En intégrant l'établissement, j'ai pu comprendre que je pouvais faire plein de choses. La confiance, le leadership, les principes de la communication, prendre des initiatives, le management dans le secteur de l'hôtellerie. J'ai appris tout un tas de choses qui m'aident vraiment beaucoup maintenant dans ma vie. Je suis ici aujourd'hui à Monaco pour aider à mon tour l'Institut. Je n'y aurais pas cru avant, et personne d'autre non plus pour moi. Et cet institut basé à Kigali au Rwanda est d'ailleurs à l'honneur dans cet ouvrage de Robert Zwelik. Il rassemble aussi les œuvres exposées ici et revient sur l'importance de la Journée internationale de la fille. Et sachez que cette exposition est à découvrir à l'hôtel Columbus jusqu'au 30 octobre prochain.
Passons maintenant à cette conférence débat organisée par l'association monégasque pour la connaissance des arts. Son thème, art et histoire, un dialogue complexe. Vanessa Dessy a rencontré les deux intervenants de ce rendez-vous, Serge Legat, conférencier des musées nationaux, et Franck Ferrand, journaliste spécialisé en histoire. L'art et le pouvoir font-ils bon ménage? Une telle question fait d'abord penser aux notions de propagande et de censure. Mais cette vision des choses est liée de très près à l'histoire du 19e et 20e siècle. Depuis l'Antiquité, ce sont surtout les autorités et les élites politiques qui ont favorisé la création artistique. L'art officiel, c'est une catégorie très particulière, c'est celle de l'art qui doit être au service d'un État et qui est un art qui est là assez facilement, un art qui peut devenir un art de propagande. Là, on tombe évidemment dans les régimes totalitaires, que ce soit l'art à l'époque du régime nazi ou l'art de l'Union soviétique avec le réalisme soviétique, où là, on a un art qui est là pour glorifier les valeurs que l'État souhaite mettre en valeur. Par moments, l'art est un merveilleux soutien et une sorte d'élément qui met en valeur tout ce qui relève de l'histoire, avec tous les développements que l'on peut faire autour de l'histoire, qui est une histoire soit de propagande, soit une histoire d'illustration, soit une histoire de sensibilité, qui est aussi une chose importante. Donc le rapport est complexe, mais n'est pas difficile. Ami de Stéphane Bern, Franck Ferrand est un journaliste spécialisé dans l'histoire. En 2012, il présente une série de docu-fictions produites par la BBC, retraçant l'histoire de l'homme depuis ses origines jusqu'à nos jours. Et c'est au moyen de récits historiques, scientifiques, culturels et ethnologiques que ce dernier décide de vulgariser le sujet pour le grand public. Il y a un très grand intérêt pour le passé, il y a un très grand intérêt surtout pour la façon de le faire revivre. Donc raconter l'histoire, c'est un art, ça peut devenir presque une passion, et le représenter, ça c'est encore plus extraordinaire. La représentation du passé, à travers la peinture notamment, puisque c'est notre sujet aujourd'hui, cette représentation nous passionne tous parce que nous aurions bien aimé voir comment étaient les choses. On est obligé de les imaginer. Dans imaginer, il y a image, évidemment. La prochaine conférence de l'association monégasque pour la connaissance des arts aura lieu le vendredi 4 novembre avec un sujet dédié à la fête et au divertissement à la cour. Un débat mené par l'historien Fabrice Conan. C'était en août dernier le succès du deuxième défi des barges. 9 rameurs ralliaient Rome à Monaco à la rame traditionnelle, soit une traversée de 470 km. Une performance sportive, mais aussi un challenge solidaire, car l'objectif de ce défi était de récolter des fonds pour l'association monégasque Le Rocher du Cœur. Justement, un chèque de 18 000 € vient d'être remis au président fondateur du Rocher du Cœur, Bernard Boucher. Une somme qui permettra de venir en aide aux enfants malades. Restons dans le domaine associatif avec la braderie d'automne de Mission Enfance qui a lieu jusqu'au 13 octobre avenue des Papalins de 10h à 18h. Vêtements, accessoires de seconde main, livres, jouets sont à la vente, le tout au profit de Mission Enfance. Musique avec l'un des prochains concerts de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Il aura lieu vendredi à 20h30 à l'Auditorium Régnier 3 et mettra en lumière les plus grands compositeurs français. À la direction, Yann-Pascal Tortelier. José Sacré vous en dit plus. Séance de répétition de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo pour le concert du vendredi 14 octobre à 20h30 à l'Auditorium Régnier 3. À la baguette, Yann-Pascal Tortelier, un chef d'orchestre de réputation internationale, fils du légendaire violoncelliste Paul Tortelier, qui fit ses débuts dans l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Yann-Pascal Tortelier, heureux et ému d'être en principauté. C'est toujours une joie de revenir dans cette magnifique région où mes parents ont habité près de 30 ans. Et ça m'a profondément ému de voir que papa avait commencé sa carrière à Monte-Carlo. Et toute ma vie, j'ai entendu les anecdotes et les histoires qu'il avait à me raconter avec des chefs d'orchestre comme Toscanini, comme Richard Strauss, comme Bruno Walter. Et ma pauvre maman, elle, a terminé sa vie
ici, dans la Principauté. Et nous avons reçu à l'occasion des obsèques une merveilleuse gerbe du prince. Et dans les autorités, on s'est souvenu que papa avait été violoncelle solo dans les années 30 et c'était un geste qui m'a énormément touché. À la française sera le thème du concert de vendredi, avec des œuvres de Berlioz, de Ravel, Saint-Saëns et Dutilleux. Un programme qu'affectionne particulièrement Yann Pascal Tortelier. Mais Mastro, qu'est-ce qui caractérise, selon vous, la musique française? C'est le génie de l'harmonie. Bon, c'est un petit peu technique ce que je vous dis là, mais bien entendu, il y a toutes les couleurs, mais les couleurs sont relatives aux harmonies. Il n'y a pas de couleurs physiques, de couleurs visuelles quand on fait de la musique. Les couleurs qui émanent, ce sont les couleurs du son. Alors qu'est-ce qui va produire la couleur du son? C'est l'agencement des notes. Alors vous avez la mélodie, ce sont les trois grands éléments de la musique, la mélodie, le rythme qui passe même peut-être encore d'abord, puisque le cœur est la première chose à battre dans le monde, la mélodie, et puis l'harmonie qui est l'agencement vertical des notes, la mélodie étant l'agencement horizontal. Et je crois que la France a le génie de l'harmonie. Je ne sais pas si on l'a en tant qu'être humain, en tant que citoyen, ça c'est une autre affaire. Mais pour ce qui est de la musique, vous pouvez partir avec Berlioz, bien sûr, mais Saint-Saëns, Ravel, Fauré, Debussy, Dukas, on n'en finit pas. Et on arrive à Messiaen, je ne vous parle pas d'autres compositeurs comme Poulenc, les harmonies de Poulenc, et bien entendu celles de Dutilleux. Ce sont des harmonies les plus savantes et les plus sensuelles qu'on puisse imaginer. Alors, ces harmonies créent de la couleur, créent des impressions, et je crois que c'est ça le génie de la musique française. C'est une chose extraordinaire qu'on ait eu Henri Dutilleux qui nous a quittés et qui se trouvait être pratiquement comme un frère avec mon père. Ils ont fait leurs études d'harmonie au conservatoire, justement on en revient à l'harmonie, ils ont fait leurs études d'harmonie chez le plus grand professeur que nous avons eu au XXe siècle et qui s'appelait Jean Gallon. Jean Gallon était professeur d'harmonie, il a enseigné Dutilleux et mon père, et il m'a pris sur ses genoux, il m'a testé au piano en me faisant tourner la tête, il a testé mon oreille et tout ça, et mon père me racontait ça toujours avec une certaine fierté. Maintenant c'est moi qui la reprends, la fierté. Il a dit, ce monsieur Gallon qui était collaborateur de Jules Massenet, vous savez, j'étais sur les genoux d'un monsieur qui collaborait avec Jules Massenet, et il a dit à papa, celui-là, il ne faut pas le rater. Alors voilà où j'en suis, ça m'a encouragé quand même. Parlons sport maintenant. Des grands noms du football étaient en principauté à l'occasion de la cérémonie des Golden Foot Awards. Alors qui a succédé à Samuel Eto'o? La réponse avec Frédéric Hélion. Ils ont pour point commun d'avoir gagné la Ligue des Champions et de nombreux titres à l'échelle internationale. Tous ont laissé une trace indélébile dans l'histoire de leurs clubs respectifs. L'ancien défenseur du FC Barcelone, Carles Puyol, le milieu de terrain portugais Deco, et Franck de Boer, l'un des cadres de la génération dorée de l'Ajax Amsterdam dans les années 90. Tous ont été récompensés mardi au Yacht Club de Monaco lors de la cérémonie des Golden Foot 2016. Comme le veut la tradition, les empreintes de leurs pieds figureront sur la promenade des champions Larvoto. Mais le moment le plus attendu de la soirée était l'élection du Golden Foot Award 2016, le successeur de Samuel Eto'o, récompensé en 2015, et le gardien de but italien Gianluigi Buffon, champion du monde en 2006, et qui a reçu son trophée des mains du prince souverain. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en principauté. Découvrons ensemble à présent les prévisions météo pour les prochains jours. Prenez vos précautions car de fortes précipitations sont attendues sur la région à partir de jeudi. Les températures seront bien automnales avec 15 degrés le matin et 17 l'après-midi. Persistance d'un temps orageux vendredi, une timide amélioration est prévue samedi. Le ciel sera toutefois encore incertain, partagé entre nuages et éclaircies.
Le retour d'un plein soleil est annoncé pour dimanche. Il sera accompagné d'une hausse des températures. Une tendance qui devrait se confirmer en début de semaine prochaine malgré la présence de quelques nuages dans le ciel monégasque. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, retrouvez la suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt.